C'était le tout début de l'année 1912. Un énorme morceau de glace s'était détaché d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. Cette glace était issue de chutes de neige survenues environ 100 000 ans avant l'événement. À cette époque, les mammouths erraient encore sur la planète. L'iceberg a commencé son voyage. Il était énorme, il faisait plus de 500 mètres de long et pesait environ 75 millions de tonnes. C'était un très paisible morceau de glace. Il voguait à l'écart des navires et des routes de transport les plus fréquentées. Celles-ci n'étaient pas bien nombreuses dans la région, c'est vrai. Et puis, il s'est mis à dériver un peu plus vers le sud. Notre iceberg a eu de la chance. En général, ces gros glaçons fondent bien avant d'atteindre ces latitudes. Sur les 15 à 30 000 icebergs qui dérivent loin des glaciers du Groenland, seulement 1% parviennent jusqu'à l'Atlantique. C'est pourquoi il est si étonnant qu'en avril 1912, notre iceberg voyageur se soit déjà éloigné de plus de 2400 km du cercle arctique. Même après avoir fondu pendant des mois, ce bloc de glace pesait encore un imposant 1,5 million de tonnes. C'est presque 2 fois plus lourd que le pont du Golden Gate. La partie supérieure de l'iceberg dominait la surface de l'océan sur plus de 30 mètres. Et pourtant, si tu l'avais remarqué à proximité de ton paquebot, il t'aurait paru inoffensif. Mais seulement à première vue, car seule une toute petite partie de notre iceberg était visible. Le plus gros d'un iceberg est toujours caché sous la surface. Normalement, seulement 1/10 de sa masse est visible au-dessus de l'eau. Et l'iceberg dont nous parlons ne faisait pas exception. Plusieurs jours avant que notre iceberg n'atteigne l'océan Atlantique, un magnifique navire avait largué les amarres. C'était un bateau à vapeur de luxe qui transportait plus de 3000 passagers et membres d'équipage. À cette époque, c'était le plus grand navire jamais construit. Ce paquebot portait le nom de Titanic. Il était considéré comme insubmersible. Au tout début de son voyage, il faillit entrer en collision avec un autre bateau, le New York. Heureusement, le Titanic ne passa qu'à quelques mètres de lui. Les passagers réunis sur les ponts poussèrent un grand soupir de soulagement. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait dans un avenir proche. Pendant ce temps, l'iceberg s'approchait de la zone que le Titanic allait traverser en chemin vers New York. C'est le 14 avril que cela arriva, alors que le Titanic se trouvait dans l'Atlantique Nord à 600 km de Terre-Neuve. Vers 23h40, ceux qui à bord du Titanic étaient encore éveillés furent précipités à terre par une force mystérieuse et puissante. Ceux qui étaient couchés tombèrent violemment de leur lit. Les passagers et les membres d'équipage criaient, paniqués et désorientés. Quelques minutes avant que le tumulte ne commence, un iceberg était apparu juste devant le bateau. C'était notre voyageur. Comment l'équipage ne l'avait-il pas remarqué plus tôt ? Il y a peut-être plusieurs raisons à cela. Je t'en parlerai un peu plus tard. De toute façon, une fois que le paquebot est entré en collision avec l'énorme morceau de glace, il était condamné. Incapable de dévier sa route, le navire vit se rompre au moins 5 de ses compartiments de coque. Ils commencèrent à se remplir d'eau à une vitesse alarmante. Les compartiments du Titanic n'étaient pas couverts dans leur partie supérieure. L'eau s'en déversait et venait remplir tous les compartiments les uns après les autres. L'avant du navire commença à couler et la partie arrière se souleva verticalement dans les airs. Puis, dans un grondement assourdissant, le paquebot se brisa en deux. Le reste appartient à l'histoire. Mais peu de gens savent ce qui est arrivé à l'iceberg après sa collision avec le navire. Cela nous ramène à la question de savoir pourquoi personne n'avait repéré la montagne de glace flottante avant qu'il ne soit trop tard. Suivons les événements de ce jour fatidique. Vers 18h, le capitaine Smith décide finalement de changer la trajectoire du Titanic. Toute la journée, il a reçu des alertes concernant la présence d'icebergs. Le navire commence à se diriger plus au sud, mais sa vitesse reste la même. À 21h40, un autre navire informe le Titanic d'un vaste champ de glace rempli d'icebergs. Malheureusement, personne ne prend connaissance de ce message. Vers 23h, un autre navire à vapeur contacte le Titanic par radio. Ils disent que la glace les a encerclés et les a obligés à s'arrêter. Ce message est également ignoré. Pendant ce temps, la plupart des passagers du luxueux paquebot se sont déjà retirés dans leur chambre. À 23h35, les guetteurs du poste d'observation du Titanic remarquent l'iceberg. Ils font sonner la cloche 3 fois, ce qui signifie qu'il y a quelque chose devant. Puis, ils appellent le pont. Les moteurs sont inversés et les portes des compartiments supposément étanches se ferment. Seulement 5 minutes plus tard, la face tribord de l'énorme paquebot entre en collision avec l'iceberg. La salle du courrier commence à se remplir d'eau. Bientôt, d'autres rapports arrivent.
les choses vont plutôt mal. Au moins 5 autres compartiments sont inondés. Il devient clair que le Titanic ne flottera plus que pendant quelques heures. La nuit est exceptionnellement calme, sans clair de lune, sans vent et sans houle. Et comme aucune vague ne vient se briser contre l'iceberg, il est très difficile de percevoir sa présence. Mais il existe aussi une théorie selon laquelle ce serait un iceberg noir qui a coulé le Titanic. Si tu devais dessiner un iceberg, je parie que tu ferais un énorme morceau de glace blanc recouvert de neige. Mais ceux qui ont visité l'Antarctique savent que les icebergs peuvent avoir de nombreux aspects. Ils peuvent être multicolores, à motifs ou rayés comme des bonbons. Les icebergs peuvent aussi être noirs. Il peut y avoir 2 raisons à la formation d'un iceberg de cette couleur inhabituelle. Premièrement, la glace peut être extrêmement pure sans aucune bulle d'air ni fissure. Dans ce cas, il n'y a rien pour disperser la lumière. L'iceberg l'absorbera entièrement et apparaîtra noir. La deuxième possibilité est qu'un volcan en éruption recouvre un glacier de cendres volcaniques. Alors la glace qui se détachera de ce glacier sera elle aussi de couleur sombre. Les experts ne savent pas pourquoi l'iceberg du Titanic était si sombre, ni d'ailleurs si c'était vraiment le cas. Mais l'un des guetteurs du poste d'observation a affirmé que la glace était noire. Un autre a dit qu'elle était soit grise foncée. Il n'y a rien de passionnant ou de mystérieux dans les soi-disant icebergs noirs. Ce sont des icebergs qui se sont retournés après que leur partie supérieure a fondu et modifié la répartition de leur poids. Si leur partie inférieure est assez lisse pour absorber la lumière, ils auront un aspect sombre. De plus, ils ne sont généralement pas exposés à l'air assez longtemps pour que le givre blanc s'accumule. Mais admettons que cette théorie soit fausse et que l'iceberg n'était pas réellement noir. Il demeure que si tu vois les objets, c'est uniquement parce qu'ils reflètent la lumière. Moins il y a de lumière, moins tu as de chances de remarquer quelque chose. La surface de l'océan reflètera toujours la lumière de la Lune et des étoiles. Mais un iceberg de forme irrégulière, presque verticale, aura moins de chances de le faire. C'est pourquoi il aura l'air presque noir sur la surface de l'eau brillante. La nuit, les icebergs peuvent être assez difficiles à détecter sans radar. Quoi qu'il en soit, notre iceberg n'a pas été remarqué à temps. Le Titanic s'est écrasé contre lui et a coulé. Fin de l'histoire ? Apparemment pas. Le 15 avril, le paquebot allemand SS Prinz Aldabert naviguait dans l'Atlantique Nord. Il se trouvait à quelques kilomètres de l'endroit où le Titanic avait coulé quelques heures auparavant. Le chef de bord du navire allemand, qui n'avait pas encore été informé de la catastrophe, aperçut un iceberg. Ce qui attira son attention, c'est une assez grande traînée de peinture rouge sur la base de l'iceberg. Surpris, l'homme prit une photo. Il se dit que cette traînée de peinture signifiait qu'un bateau avait heurté l'iceberg au cours des 12 dernières heures. La personne suivante à apercevoir le tristement célèbre morceau de glace et qui lui aussi le photographia fut le capitaine du navire servant à poser les câbles de télécommunication en haute mer. Le navire avait été envoyé dans la région où le Titanic avait coulé. Le capitaine déclara plus tard que l'iceberg qu'il avait vu était le seul dans cette zone. Et puis, il y avait cette peinture rouge. Il ne fut pas difficile de faire le lien. En 2015, une de ces photos a été vendue aux enchères pour plus de 32 000 $. Pourtant, les experts ne sont pas sûrs que l'image représente vraiment le fameux bloc de glace. Il pourrait s'agir d'un iceberg innocent qui flottait dans ces eaux à ce moment-là. Dans le film Titanic, vous remarquerez l'absence de fumée au-dessus de la 4e cheminée du célèbre paquebot, et ce n'est pas une erreur. En 1911, l'année précédant le départ du célèbre paquebot, les grands navires étaient principalement équipés de 4 cheminées. Elles étaient nécessaires pour évacuer la chaleur et les fumées générées par leurs énormes chaudières. Le Titanic, véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie, n'avait besoin que de 3 cheminées pour fonctionner efficacement. Ainsi, la 4e a-t-elle été ajoutée pour des raisons purement esthétiques. La White Star Line pensait que le public aurait été déçu de ne voir que 3 conduits sur le plus grand navire de tous les temps. Les vaisseaux jumeaux du Titanic, l'Olympique et le Britannique possédaient également chacun une fausse cheminée pour la même raison. Cette cheminée factice n'était pas totalement inutile et servait en réalité à la ventilation. Elle permettait d'évacuer les fumées de la salle des machines située dans le pont inférieur ainsi que celle d'un des grands salons de première classe. Un grand conduit de ventilation, au lieu de plusieurs plus petits, permettait de désencombrer les ponts supérieurs, laissant ainsi davantage d'espace libre aux passagers. Lorsque le Titanic a sombré, ses cheminées, pesant chacune 60 tonnes, ont coulé avec le reste du navire. Elles étaient exceptionnellement hautes, afin de garantir que les passagers ne soient pas couverts de suie.
Leur taille et leur poids leur ont permis de rester en position verticale jusqu'à ce que le navire entame sa plongée finale. Plus légères que la proue, ces cheminées se sont dispersées parmi les autres débris. Le matériau relativement léger dont elles étaient faites s'est aplati en touchant le fond de l'océan et les bactéries mangeuses de fer vivant dans les profondeurs ont ensuite contribué à leur décomposition. La proue du Titanic est demeurée intacte lorsqu'elle a touché le fond de l'océan, mais la poupe a été complètement détruite. Lorsque le célèbre paquebot a percuté cet iceberg, la situation a très vite tourné au vinaigre. Il aura fallu 2h40 à cette future star de cinéma pour être entièrement submergée. La collision a d'abord permis à l'eau d'inonder 6 des 16 compartiments étangs. À mesure qu'elle se précipitait à tribord, le navire a commencé à s'incliner vers l'avant et légèrement vers la droite. À minuit, les compartiments endommagés déversèrent de l'eau dans les compartiments adjacents, créant un véritable chaos, car ces compartiments n'étaient étanches qu'horizontalement. Peu après, l'eau s'est mise à s'infiltrer par l'orifice servant à remonter l'ancre, et à 2h du matin, la proue s'enfonçait tandis que les hélices de la poupe étaient soulevées hors de l'eau. Le navire a continué à prendre l'eau jusqu'au moment où la proue a été submergée et où la poupe s'est élevée à presque 45 degrés. Le poids de ces énormes hélices a exercé une pression immense sur la partie médiane du navire. L'acier n'a pas résisté et a fini par céder. Les survivants ont décrit ce bruit assourdissant, semblable à celui de la porcelaine qui se brise ou d'un échafaudage qui s'effondre. C'était la structure supérieure du Titanic qui cédait. À 2h12 du matin, la proue et la poupe n'étaient plus reliées que par la structure interne de la coque. Quelques minutes plus tard, la proue, pesant environ 16 000 tonnes, s'est détachée de la poupe. Cette dernière s'est alors redressée brusquement en position quasi verticale avant de commencer à sombrer lentement. À 2h20, elle a complètement disparu sous l'eau. La proue a plongé à près de 20 km/h et a atteint le fond de l'océan près d'une demi-heure avant la poupe. Les deux sections du Titanic reposent désormais à 610 mètres l'une de l'autre, pointant dans des directions opposées. La proue est restée principalement intacte, simplement recouverte de boue. La poupe, quant à elle, s'est transformée en une épave méconnaissable en raison des implosions subies lors de la descente. L'air emprisonné à l'intérieur de la structure n'a pas pu résister à la pression croissante de l'eau à une telle profondeur. Les fusées de détresse ont joué un rôle crucial dans la tragédie du Titanic. En cas de naufrage, des fusées rouges doivent être lancées pour signaler un problème. Cependant, quelqu'un avait décidé d'équiper le Titanic de fusées blanches au lieu des rouges habituelles. Ainsi, lorsque le navire a heurté l'iceberg, l'équipage a tiré lesdites fusées blanches. Le SS Californian, qui se trouvait à proximité, avait été averti de la présence d'icebergs dangereux dans la zone. L'équipage du Californian n'a pas repéré le Titanic en détresse, mais ils ont bien vu les fusées blanches. Leur radio était par ailleurs inutile car l'opérateur du Californian l'avait éteinte. Le capitaine, soupçonnant un problème, a alors envoyé un signal lumineux en morse au Titanic, mais n'a reçu aucune réponse car le navire avait déjà sombré. Un autre navire, le Samson, naviguait également près du Titanic. Chargé de grandes quantités de viande de phoque, chassée illégalement dans les eaux canadiennes et congelée, il naviguait sans feu pour rester discret. En voyant les fusées blanches du Titanic, l'équipage a cru qu'il s'agissait des gardes-côtes et a rapidement quitté ses eaux. Dépourvu de radio, le Samson n'a pas pu être informé de la catastrophe en cours et n'a appris la nouvelle qu'en atteignant les côtes islandaises le mois suivant. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la tragédie du Titanic, et l'une des plus récentes suggère qu'un incendie y a joué un rôle. Un journaliste irlandais, Senan Moloney, a joué les détectives pendant des décennies, explorant les mystères du naufrage, et a fait une découverte capitale. Un album photo, resté caché pendant un siècle entier après la tragédie. Sur les photos prises au chantier naval Harland & Wolff de Belfast, en Irlande du Nord, juste une semaine avant que le paquebot ne prenne la mer, on peut clairement voir une immense tache noire de 9 mètres sur la coque du navire. Moloney a étudié ces photos et les témoignages de l'époque, affirmant qu'un incendie s'était spontanément déclaré à l'intérieur de l'une des énormes soutes à charbon du Titanic. Cet incendie a fait rage pendant 3 semaines entières, affaiblissant gravement un segment crucial de la coque du navire. À cette époque, la plupart des paquebots ne possédaient en somme qu'une seule coque, et c'était la seule protection dont disposait le Titanic. C'est pourquoi l'iceberg a réussi à percer si facilement le flanc du navire. Si ce n'avait été pour l'incendie,
Le Titanic aurait peut-être résisté à son impact avec l'iceberg. La compagnie qui exploitait le paquebot était d'ailleurs au courant de cette avarie, mais avait choisi de dissimuler cette information pour éviter toute publicité négative, car elle faisait face à une forte concurrence sur les voyages transatlantiques. Le Titanic était complet, ils ont donc fait le plein de charbon et navigué malgré tout. La Lune pourrait également avoir joué un rôle dans le naufrage. Notre satellite exerce une grande influence sur les marées terrestres. Plus il est proche de notre planète, plus les marées sont fortes en raison de l'augmentation de l'attraction lunaire. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers du Groenland. D'énormes morceaux de glace se sont détachés et ont commencé à dériver vers le sud. Cet événement de superlune est survenu juste 6 minutes après une grande marée. Lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, l'alignement de notre satellite, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint son apogée. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil de l'année, ce qui rendait cette gravité encore plus forte. Ce cocktail d'événements a créé des conditions parfaites pour l'une des plus puissantes marées de l'histoire, favorisant la dérive des icebergs détachés des glaciers du Groenland. Les opposants à cette théorie soutiennent que la différence de force de cette marée n'aurait pas été suffisamment significative pour être la cause principale du naufrage. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les 3 ou 4 premiers de ces compartiments auraient été inondés. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les 3 ou 4 premiers de ces compartiments auraient été inondés. Nous avons tous pleuré un peu en regardant les adieux déchirants de Jack et Rose dans Titanic. Oups, spoiler, désolé. Mais les histoires vécues lors du naufrage du célèbre navire n'en étaient pas moins touchantes. Joseph Laroche était né en 1886 à Haïti dans une famille aisée. Il y grandit sans connaître son père, mais sa mère s'y entendait en affaires et était une commerçante respectée. De plus, son oncle par alliance était à la tête du pays. Joseph parlait couramment le français, le créole et l'anglais. À l'âge de 15 ans, il avait résolu de devenir ingénieur. Mais comme il ne se trouvait pas d'école d'ingénieur en Haïti, il partit pour la France pour y faire ses études. Le voyage avait duré 83 jours. Alors qu'il était encore étudiant, Joseph fit la rencontre de Juliette dans la banlieue parisienne, par l'intermédiaire de son mentor. Ils se lièrent rapidement d'amitié, puis leur relation prit de l'ampleur. Le couple décida donc de se marier. Une seule ombre au tableau. Joseph ne parvenait pas à trouver d'emploi qualifié et décemment rémunéré, même après avoir conclu ses études, en raison du racisme qui gangrénait l'époque. Ce jeune homme intelligent se rendait bien compte qu'il pouvait espérer mieux. De plus, il lui fallait subvenir aux besoins de sa famille grandissante, car un 3e enfant était déjà en route. Son oncle, président d'Haïti, lui promit donc de lui dénicher un emploi de professeur de mathématiques. Et sa mère était ravie que son fils et sa famille retournent vivre en Haïti. Elle leur a acheté des billets de première classe pour le paquebot Le France en guise de cadeau de retrouvailles. Mais ce paquebot avait des règles stupidement strictes, qui séparaient les parents de leurs enfants pendant les repas. Les Laroche ne voulaient absolument pas infliger cela aux leurs au cours d'un long voyage à travers l'océan. Ils décidèrent donc d'échanger ces billets contre des places de seconde classe à bord du voyage inaugural du RMS Titanic. Le Titanic faisait l'objet de toutes les attentions et ne séparait pas les familles, ce qui semblait être une bonne affaire. Ils prévoyaient d'embarquer à New York sur un autre navire qui les conduirait directement à leur destination finale d'Haïti. La famille monta donc à bord du Titanic le 10 avril 1912, à Cherbourg. Ils avaient 3 jours pour profiter des luxueuses cabines, de la salle à manger, de la bibliothèque et des 3 ponts de promenade extérieure réservés aux passagers de seconde classe. Juliette envoya une lettre à son père depuis la dernière escale du navire, à Queenstown, en Irlande. Elle lui racontait en détail à quel point ils étaient satisfaits de leur logement. Ils avaient 2 couchettes dans leur cabine et un canapé qui se transformait en lit pour leurs jeunes enfants. La famille se lia même d'amitié avec quelques sympathiques passagers avec lesquels ils avaient déjà voyagé depuis Paris. Ils se croyaient jusqu'à présent les seuls Français à bord,
si bien qu'ils commencèrent à s'asseoir ensemble à chaque repas. Juliette mentionna qu'ils avaient tout passé de merveilleux moments ensemble sur le pont du paquebot. Elle écrivit aussi que les gens à bord étaient généralement bienveillants, bien que certaines sources, en raison de leurs origines, aient affirmé le contraire. C'est dans la nuit du 15 avril que leur passionnant voyage s'acheva brusquement. Bien que les radiotélégraphistes du Titanic aient été avertis de la dérive des glaces par les navires voisins, le paquebot continua à avancer à plein régime. Il était environ 23h40 lorsque la coque du Titanic finit par heurter un iceberg à environ 600 km des côtes de Terre-Neuve. Le navire, pratiquement insubmersible, était gravement dépourvu de canaux de sauvetage, la moitié seulement de ses 2200 passagers pouvant y prendre place. Le navire le plus proche, le Carpathia, était alors bien trop éloigné pour lui venir en aide. Un steward réveilla la famille Laroche et l'emmena au canot de sauvetage, comme Juliette s'en souviendrait plus tard. Elle ne parlait pas un mot d'anglais, et tout ce qui se passait lui paraissait d'autant plus effrayant. Peu après minuit, l'équipage reçut l'ordre de donner la priorité aux femmes et aux enfants lors de l'embarquement dans les canots. Juliette se souviendrait plus tard qu'une terrible panique se répandit alors, les gens se poussant les uns les autres pour obtenir la place convoitée. À un moment donné, elle craignit même qu'on lui ait arraché sa fille aînée pour la jeter à la mer. Un instant plus tard, elle avait rejoint la petite Simone à la même place vacante. Juliette, enceinte et ses deux filles durent donc se faire une place dans le canot de sauvetage numéro 14. Mais il leur fallut dire adieu à Joseph au moment où le canot descendait dans la mer. Il enveloppa Juliette de son manteau, en lui disant qu'elle en aurait bien besoin, et lui promit de monter dans un autre canot pour toutes les revoir à New York. Joseph Laroche, 25 ans, ne parvint pas à tenir parole. En quelques heures, le Titanic avait sombré dans les eaux, emportant la vie de près de 1500 personnes. Joseph était l'une d'entre elles. Juliette et ses filles faisaient une partie des 700 survivants qui furent secourus par le paquebot Carpathia quelques heures plus tard. Une fois arrivées à New York, elles cherchèrent parmi la foule, espérant y retrouver Joseph. Lorsqu'il devint évident qu'elles ne le trouveraient pas, il fut temps pour elles de décider quoi faire et où aller. Sans la moindre connaissance de l'anglais et leur argent ayant coulé avec le navire, Juliette ne réussit à survivre que 3 semaines en Amérique, et n'eut d'autre choix que de rentrer en France. L'oncle de Joseph n'était plus en mesure d'aider quiconque, un attentat ayant mis fin à ses jours 4 mois seulement après la tragédie du Titanic. En décembre 1912, Juliette donna naissance à un fils qu'elle nomma Joseph en l'honneur de son père. Jusqu'à la fin de sa vie, elle ne parvint pas à se remettre de la perte de son mari bien-aimé. C'est pourquoi elle n'aimait pas parler de ce qui avait pu se passer sur le Titanic et demandait à ses enfants de ne jamais le mentionner. En 1995, un membre de la Titanic Historical Society a interviewé Louise. Elle était la dernière enfant Laroche encore en vie et l'ultime survivante française du naufrage. C'est à ce moment-là que le monde a entendu parler pour la première fois de cette histoire déchirante. Elle a inspiré quelques pièces de théâtre et nombre d'articles, mais n'a jamais reçu la même attention que les histoires de certains autres passagers. Tu te souviens sans doute du couple de personnes âgées sombrant ensemble dans leur lit à bord du Titanic. Il a été inspiré par Isidore et Ida Strauss. Tous deux étaient nés en Allemagne et avaient décidé d'émigrer aux États-Unis lorsqu'ils étaient encore enfants. Ils s'étaient rencontrés à New York et s'étaient mariés 5 ans plus tard. Isidore avait créé avec son frère un commerce de porcelaine qui s'était développé jusqu'à devenir le rayon verrerie de Macy's, les rendant prodigieusement riches. Isidore et Ida étaient connus à New York non seulement pour leur opulence et leur bon cœur, mais aussi pour leur amour et leur dévouement l'un envers l'autre. En 1912, le couple décida de fuir l'hiver new-yorkais et fit cap vers l'Europe. À cette époque, ils étaient déjà mariés depuis 40 ans. Au début du mois d'avril, il fut ensuite temps pour eux de rentrer à New York. Ils voyageaient d'ordinaire sur d'énormes paquebots allemands, mais à l'époque, ils ne purent résister à l'engouement pour ce nouveau paquebot de luxe, le RMS Titanic. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent dans l'une des suites privées de première classe située sur le pont supérieur du navire. Le couple Strauss passait ses soirées à dîner devant un orchestre, dans une salle remplie de panneaux de bois coûteux et de meubles de luxe. Dans la nuit du 14 avril, ils ressentirent une légère secousse. Puis ils sortirent de leur suite privée et attendirent les instructions de l'équipage. On leur recommanda de ne pas perdre leur laissez-passer, car ils en auraient besoin lorsque tout le monde remonterait à bord. Mais le navire était bien en train de sombrer. Le couple se trouvait à côté du canot de sauvetage nombre 8, et M. Strauss, qui avait 67 ans à l'époque, se vit offrir un siège avec sa femme en raison de son âge avancé. Il la refusa, affirmant qu'il n'était pas trop vieux pour se sacrifier pour une dame. Il voulait attendre
et s'assurer qu'aucune femme et qu'aucun enfant n'était laissé à l'abandon. Ellen Bird, la femme de chambre d'Ida, hésita à grimper à bord du canot de sauvetage, mais Ida lui ordonna d'y aller. Elle prit alors la décision difficile de ne pas laisser son mari seul sur le navire en train de couler. Ida retira son magnifique manteau de vison et le donna à sa servante grelottante en lui disant que, pour sa part, elle n'en aurait plus besoin. Isidore ne parvint pas à la convaincre de se sauver, et ils restèrent ensemble jusqu'à la fin. Certains des passagers de première classe survivants se souviendront plus tard avoir vu le couple se tenir par la main paisiblement sur le pont, attendant simplement l'inéluctable. Le Royal Mail Ship ou RMS Titanic, le navire à vapeur le plus célèbre de l'histoire sans aucun doute, était autrefois le symbole même du luxe et de rêves promis à se réaliser. Il a fallu 3 ans et 3000 personnes pour le construire. Le 10 avril 1912, le tout nouveau paquebot accueillait ses passagers dans une odeur de vernis frais, de peinture et de bois fraîchement scié. À l'époque, on utilisait encore du plomb dans la production de peinture et de l'huile de lin en guise de liant. L'odeur devait donc être forte. Lorsqu'il a été pleinement opérationnel, l'énorme vaisseau consommait environ 850 tonnes de charbon par jour, et les passagers pouvaient également en sentir la fumée. Une autre odeur qui devait envahir les ponts du Titanic, du moins ceux de première classe, était le nouveau parfum de la célèbre maison Guerlain, l'heure bleue. Il avait été lancé plus tôt la même année et est rapidement devenu la coqueluche de ces dames. Ce parfum, que vous pouvez encore acquérir aujourd'hui, est un mélange de violettes et d'iris avec une touche onctueuse de vanille. Lors de la soirée fatidique du 14 avril, alors que le Titanic n'avait plus que quelques heures à vivre, les serveurs, inconscients du drame imminent, servirent des huîtres, de l'agneau accompagné de sauce à la menthe, du canard rôti aux pommes et d'autres délices à leurs clients de première classe. La seconde classe était emplie d'odeurs de poulet au curry, d'agneau de printemps et de dinde rôtie. Les passagers de troisième classe, quant à eux, se contentaient d'un simple gruau et de biscuits ce soir-là. À 23 heures, alors que le navire s'approchait dangereusement de l'iceberg, une nouvelle odeur s'est ajoutée au mélange. C'était un parfum minéral aux notes métalliques. Si vous avez de la glace dans votre réfrigérateur, vous avez sûrement remarqué qu'elle absorbait les odeurs des aliments voisins. Il en va de même pour les icebergs. Ils capturent les odeurs des animaux marins et conservent la composition chimique de l'eau dont ils sont constitués. Si davantage de personnes avaient connu la signification de cette étrange odeur métallique, elles n'auraient probablement toujours pas pu sauver le navire. Mais le nombre de gens parvenus à en réchapper aurait pu être plus grand. En parlant d'odeur, si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait l'odeur de l'espace, mais que vous ne prévoyez pas de devenir astronaute de sitôt, écoutez ceci. Vous pouvez essayer l'eau de space, un arôme qui a été conçu par la NASA il y a quelques décennies. L'idée de ce parfum était d'aider les astronautes à se préparer pour leur confrontation avec l'espace dans tous les aspects de leur entraînement. Mais attendez une seconde, l'espace n'est qu'un grand vide, donc techniquement, il ne devrait pas y avoir d'odeur. Pourtant, les astronautes qui y sont allés se souviennent qu'il dégageait un agréable parfum métallique, semblable à l'odeur des fumées de soudure ou de la poudre à canon. Ils pouvaient sentir cette odeur sur leur combinaison spatiale après être rentrés dans leur vaisseau. Nous pouvons également deviner l'odeur des autres planètes en fonction de la composition de leur atmosphère. Vénus a des nuages d'acide sulfurique dans la sienne, et elle doit donc sentir les œufs pourris. Mars et Uranus ont la même fragrance, soit dit en passant. Et chacune des couches de l'atmosphère de Jupiter est composée de différentes molécules. C'est pourquoi l'odeur sera différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Certaines couches vous accueilleraient avec une délicieuse odeur d'amande amère, et d'autres, plus proches de la surface, sentent comme nos produits ménagers. Les autres planètes du système solaire sont peu susceptibles d'avoir un parfum distinctif car leurs atmosphères sont principalement composées de gaz inodores. Quant à notre satellite naturel, la Lune, les astronautes de la mission Apollo ont affirmé que sa poussière sentait la poudre à canon. Le parfum de l'herbe fraîchement coupée justifie presque à lui seul de tondre régulièrement la pelouse. Mais saviez-vous que l'herbe ne passe pas un très bon moment pendant que vous la décapitez ? Elle crie même à l'aide. Et parce que l'herbe ne peut pas crier à haute voix, elle exprime son inconfort en libérant un mélange de molécules volatiles odorantes. Elle fait cela pour se protéger des insectes. Les chenilles et d'autres créatures similaires adorent grignoter ces délicieuses friandises végétales. Lorsque vous tondez l'herbe, cela libère de l'acide jasmonique, entre autres choses. C'est une sorte de signal pour les guêpes parasitaires qu'il y a une chenille à proximité. Les guêpes s'occupent de ces agresseurs et l'herbe peut continuer à croître joyeusement par la suite.
Du point de vue de l'herbe, la tonte n'est pas si différente d'une attaque d'insectes. Alors, elle se protège du mieux qu'elle peut. La pluie a une forte odeur, facilement reconnaissable et connue sous le nom de pétrichor. Mais d'où vient-elle ? Il se trouve que certaines plantes sécrètent des huiles pendant la sécheresse. Les roches et le sol accumulent 16 composés d'huile, et lorsque les gouttes de pluie s'infiltrent, elles se mélangent à l'eau et sont libérées dans l'air. Parfois, ces huiles se combinent avec d'autres molécules produites par les bactéries vivant dans le sol. Le fruit de cette coopération est cette odeur musquée que vous pouvez sentir dans les bois ou dans votre jardin lorsque vous retournez le sol humide. L'ozone contribue également à l'odeur de la pluie, surtout après les orages. Cela se produit lorsque la décharge électrique d'un éclair sépare les atomes d'oxygène et d'azote dans l'atmosphère, et qu'ils se recombinent par la suite en ozone. Une théorie soutient que nous apprécierions cet arôme de pluie parce qu'il est gravé dans notre cerveau. Nos différentes cultures ont toujours associé la pluie à un bienfait, et nous pourrions avoir hérité de cette perception. Amateurs de chocolat, auquel j'appartiens moi-même, voilà qui est pour vous. Il existe des fleurs qui sentent exactement comme votre friandise préférée. C'est le produit d'une plante tropicale, après tout. Et puisqu'il est impossible de recréer exactement la fragrance magique du chocolat dans un parfum, vous pouvez planter des fleurs chocolat, autrement connues sous le nom de Berlandiera lyrata, dans votre jardin. Ces fleurs ressemblent à des marguerites aux pétales jaunes entourant un pistil rouge profond. Lorsque vous cueillez ces pétales, la fleur libère ce délicieux parfum que nous aimons tant. Les feuilles et les branches de la plante dégagent également le même. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver cette fleur dans les sols secs d'Arizona, du Texas, du Colorado et d'autres États ayant des climats similaires. Elle fleurit toute l'année et son arôme est le plus fort lors des journées les plus chaudes. Le chat-ours asiatique, également connu sous le nom de binturong, ne semble pas seulement trop mignon, mais il sent aussi comme le popcorn au beurre. Les binturong préfèrent rester seuls et utilisent cet arôme pour marquer leur territoire et trouver de possibles partenaires pendant la saison des amours. Les scientifiques ont essayé de percer le secret de leur parfum inhabituel et ont suggéré qu'il pourrait provenir des sécrétions de glandes situées sous la queue de l'animal. Des recherches ultérieures ont montré que cette odeur de popcorn provenait en fait de son urine. Après que l'animal a répondu à l'appel de la nature, il laisse une trace odorante dans les arbres avec sa queue qui en est souvent trempée. Mais si le vrai popcorn ne libère son incroyable odeur que lorsqu'il éclate sous l'effet de la chaleur, comment les binturongs y parviennent-ils sans micro-ondes ? La réponse pourrait se trouver dans leur alimentation ou, plus probablement, dans les bactéries qui entrent en contact avec les fluides corporels de l'animal. Le durian est un fruit populaire d'Asie du Sud-Est, dont le parfum plaît à certains, mais qui pour la majorité ressemble à un mélange d'oignons pourris et de chaussettes sales. La puanteur est telle que le fruit est interdit dans les transports en commun et les hôtels de certains pays. Le secret du durian réside dans ses 44 composants actifs odorants. Le mélange est si complexe que vous ne pouvez jamais prédire à quoi il va sentir. Et malgré cette horrible odeur, le durian est considéré comme un mets délicat et est principalement utilisé pour préparer des plats sucrés comme des gâteaux et des friandises. Un incident malodorant impliquant du durian s'est un jour produit dans une bibliothèque australienne. L'odeur de fruits pourris, oubliée dans un placard, s'est répandue dans tout le bâtiment via le système de climatisation. On a pris cela pour une fuite de gaz et il a fallu évacuer environ 500 étudiants et leurs enseignants. Eh bien, on peut dire que ça pue. Et enfin, si vous avez déjà visité des sources thermales naturelles ou été voir des geysers, vous n'oublierez jamais cette odeur du sulfure d'hydrogène ou, de manière moins poétique, de pourri. Ce n'est en réalité pas seulement désagréable, mais aussi hautement inflammable. Cependant, cela peut aussi s'avérer très utile. La plupart des ménages en Islande utilisent ces sources géothermiques pour en exploiter l'eau chaude. Bien que ça ne sente pas la rose, elle est tout à fait potable. Et l'odeur ne reste pas sur vous après avoir pris une douche. Voilà, tout est dit. On connaît le Titanic par des histoires, et aussi par un film. Maintenant, nous en avons même un scan grandeur nature. Et non, il ne s'agit pas d'un de ces anciens modèles qui nous faisaient nous demander à quoi le navire ressemblait vraiment. Cette fois-ci, nous en avons obtenu un VRI scan numérique. Une équipe d'experts a cartographié les fonds marins autour du Titanic, ainsi que le navire lui-même. Nous avons donc obtenu une image en 3D de l'ensemble. C'est comme si on plongeait à des profondeurs incroyables pour voir l'épave sans l'eau tout autour. L'histoire de l'épave a commencé en 1985, 73 ans après le naufrage du Titanic.
L'explorateur Robert Ballard l'a découverte cachée entre deux sous-marins qui avaient eux aussi sombré dans cette zone. Il était en fait chargé d'une autre mission à l'époque, et n'a donc pas eu le temps d'explorer correctement le navire. Mais pendant ses recherches, il s'est rendu compte de l'influence des courants marins sur les débris d'épave. Il a remarqué que les objets les plus lourds coulaient rapidement et laissaient une traînée de débris derrière eux selon la direction des courants. Fort de ses connaissances, Ballard a émis l'hypothèse que le Titanic s'était brisé en deux et avait laissé une traînée de débris. Avant qu'il ne découvre l'épave, on croyait que le navire avait coulé en un seul morceau après avoir heurté l'iceberg. Ainsi, on savait maintenant où était le navire et l'aventure pouvait commencer. Ou pas, son exploration fut très difficile. L'épave est énorme et les ténèbres de l'océan ne permettaient pas de le voir en entier. Nous avons donc dû nous contenter de fragments en décomposition et n'avons pu que spéculer sur ce à quoi pouvaient bien ressembler toutes ces parties mises ensemble. Mais à l'été 2022, nous avons enfin eu droit à quelque chose de différent. Une équipe d'experts de Magellan Ltd, une entreprise spécialisée dans la cartographie des profondeurs marines, s'est associée à Atlantic Productions, qui réalisait un documentaire sur le projet. Ils se sont lancés dans une mission visant à composer une image complète du Titanic. Ils ont utilisé des submersibles. Ce sont des véhicules qui vont sous l'eau, contrôlés à distance par une équipe d'explorateurs qualifiés. Ces submersibles ont plongé profondément dans l'océan. Ce n'était pas une tâche facile. Ils ont passé plus de 200 heures à collecter des informations sur toute la longueur et la largeur de l'épave. Une véritable chasse au trésor. Mais au lieu de trouver de l'or et des bijoux, ils ont recueilli quelque chose d'encore plus précieux. Plus de 700 000 images du Titanic sous tous les angles possibles. Oui, ils ont pris des photos de chaque petite partie du navire, même les moins intéressantes. Cartographier les parties recouvertes de boue était important car cela permettait de relier entre elles les différentes pièces de l'énorme puzzle. Et ça nous a permis d'obtenir une reconstruction détaillée du navire en 3D. Même si cela fait plus de 100 ans, tu peux encore reconnaître la proue du Titanic, couverte de stalactites de rouille. Au-dessus de la proue se trouve le pont du navire, où un grand trou nous donne un aperçu de l'espace qui accueillait jadis le grand escalier. Une véritable fenêtre sur le glorieux passé du bateau. Sa poupe n'est plus qu'un amas de métal tordu. Lorsque le Titanic a coulé, cette partie s'est effondrée et s'est enfoncée dans les profondeurs. La proue et la poupe se sont retrouvées séparées d'environ 800 mètres. Un vaste champ de débris entoure ce géant immobilisé au fond de la mer. Ces débris sont comme un trésor éparpillé, des décorations en fer forgé provenant du navire, des statues et même des bouteilles de champagne non ouvertes. Il y a aussi des effets personnels qui ont sombré en même temps que le navire. Par exemple, des dizaines et des dizaines de chaussures. Ce n'était pas une mince affaire que de descendre et de prendre toutes ces photos. Cela ne semble pas si difficile à première vue, étant donné que c'est un robot qui a plongé dans ces profondeurs inimaginables, et non pas des personnes. Mais étudier l'océan est difficile. 80% de l'océan n'a pas encore été exploré, cartographié, ni même vu. Les conditions sont extrêmes, et la pression est de plus en plus forte à mesure que l'on descend. Et notre véhicule a dû plonger jusqu'à près de 4000 mètres. C'est comme 12 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. En plus, il y a de forts courants dans cette zone. Alors c'était un peu comme de naviguer dans un labyrinthe aquatique. Et les submersibles n'étaient même pas censés toucher quoi que ce soit. Le moindre faux pas pouvait endommager l'épave déjà très fragile. On a l'impression que le Titanic est figé dans le temps, et qu'il sera toujours là à nous attendre. Mais en réalité, il disparaît lentement. Il est assez évident que l'eau de l'océan l'a abîmé, vu le temps qu'il a passé là-dessous. Mais ce n'est pas tout. L'épave abrite maintenant un type particulier de bactéries qui a même reçu le nom du célèbre navire. Ces bactéries ont une aptitude particulière. Elles peuvent survivre à l'intérieur de formations de rouille connues sous le nom de rusticle. Elles ressemblent un peu à des stalactites, ces pointes de glace qui se forment lorsque l'eau tombe d'une hauteur en gelant. Ces bactéries sont friandes de fer, que l'on trouve en abondance dans la coque du bateau. Un véritable buffet pour ces créatures. Et au fil du temps, ces bactéries continueront à ronger le fer du bateau, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, le festin prenne fin avec la disparition du navire. C'est comme un processus de recyclage lent mais régulier. Ainsi, ce modèle 3D que nous avons obtenu grâce au travail acharné des chercheurs et à la technologie arrive au bon moment. Car nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour explorer l'épave. Et cela pourrait nous permettre de mieux comprendre la collision entre le Titanic et l'iceberg. Les films nous montrent toujours le Titanic heurtant l'iceberg du côté droit. Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs. Ces images pourraient nous aider à comprendre si le navire s'est réellement planté sur l'iceberg, s'il s'y est accroché.
Nous pouvons étudier la poupe et analyser la façon dont le Titanic a heurté le fond marin. Cela nous aidera également à comprendre ce qui s'est réellement passé pendant le naufrage. Peut-être aurons-nous la chance de découvrir si c'est vraiment un violent incendie qui a scellé le destin du Titanic. Selon une théorie, un feu aurait fait rage pendant 3 semaines avant que le navire n'effectue son premier et dernier voyage. Cela aurait affaibli sa coque, ce qui signifie que le plus gros du travail était déjà fait. L'iceberg n'aurait fait que lui donner le coup de grâce. Et s'il y a même eu un iceberg, comme certains se le demandent. Selon une autre théorie, le Titanic aurait en fait heurté une masse de glace dérivante au lieu d'un iceberg. La banquise est constituée de grandes plaques de glace qui flottent près de la surface de l'océan et qui peuvent être difficiles à repérer. Ils pensent que cette masse a pu dériver dans l'Atlantique depuis l'océan Arctique. Selon un marin professionnel qui défend cette idée, si le Titanic avait heurté un iceberg ordinaire, le navire aurait coulé beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait. Et comme le Titanic a réussi à rester à la surface pendant une période relativement longue, près de 3 heures, il s'agissait peut-être d'un type de collision différent. Il a également dit que les témoignages des personnes présentes étaient parfois contradictoires. Il pense que ces différences seraient dues à des illusions d'optique. Lorsque les gens regardaient l'océan cette nuit-là, la façon dont la lumière se reflétait sur l'eau, ainsi que les conditions particulières à ce moment, ont pu leur donner l'impression que certains objets étaient plus proches qu'ils ne l'étaient en réalité. Ainsi, ils ont peut-être vu autre chose que ce qui était réellement sous leurs yeux. Un iceberg ou autre chose. Des jumelles auraient pu aider les membres de l'équipage à repérer le danger potentiel, mais malheureusement, ils n'en avaient pas. Il semble qu'elles se trouvaient dans une armoire dont personne, apparemment, n'avait la clé. Autrefois un géant célèbre, c'était le plus grand navire de son époque. Aujourd'hui, il n'en reste que 2 grands morceaux gisant au fond de l'océan, à environ 600 mètres l'un de l'autre, déchirés par la collision catastrophique et usés par le temps. La poupe du Titanic a été complètement détruite après avoir heurté le fond de l'océan. Mais on peut encore reconnaître la proue, car de nombreux intérieurs ont été préservés. On trouve un type particulier de bactéries sur les rusticités du navire. Une rusticité est une formation brunâtre de rouille qui se forme sous l'eau lorsque le fer forgé dont est fait le navire s'oxyde. Cela signifie que les bactéries mangent petit à petit le fer de la coque du Titanic. Et il semble qu'elles auront terminé leur repas d'ici 2030, si bien que l'épave disparaîtra à jamais plus tôt que prévu. On pourrait croire qu'il serait plus facile de sortir l'épave de l'eau pour pouvoir la conserver. Mais elle tomberait en miettes si on essayait de le faire. Cela fait plus de 110 ans qu'elle est sous l'eau, et elle est tellement rouillée qu'on ne pourrait pas en reconstruire les morceaux, même si on parvenait à les sortir des profondeurs de l'océan. À ton avis, parmi les 700 personnes qui ont survécu au naufrage du Titanic, y en a-t-il qui ont entendu le Titanic heurter le fond de l'océan ? Après tout, le plus grand navire jamais construit jusqu'alors a littéralement sombré sous leurs yeux. Il se trouve que le son n'a probablement pas voyagé de l'eau à l'air. On n'entend pas très bien dans l'eau car notre corps n'est pas conçu pour percevoir les sons dans un tel environnement. Et bien que les passagers aient été proches du lieu du naufrage, le Titanic a tout de même touché le fond à une grande profondeur, 3800 mètres. Il y a beaucoup de glissements de terrain et de tremblements de terre sous-marins que nous ne pouvons même pas entendre. Et pourtant, ils font beaucoup plus de bruit qu'un simple navire qui s'écrase au fond de l'océan. La plupart des vibrations et des sons ont dû se disperser sur une vaste zone. En outre, le souffle de l'eau, dont beaucoup pensent qu'il a frappé le Titanic après qu'il a touché le fond de l'océan, a dû repousser la majorité des vibrations acoustiques potentielles. Et puis, le fond de l'océan n'est pas d'une dureté telle qu'il puisse produire des sons aussi forts. De nombreux survivants ont affirmé avoir entendu des bruits terrifiants au moment où le Titanic se brisait, mais aucun n'a mentionné avoir entendu quoi que ce soit après que le navire a disparu sous la surface de l'eau. Certains survivants ont raconté le chaos qui régnait lorsque les passagers, principalement des femmes et des enfants, montaient dans les canots de sauvetage. Il n'y avait pas assez de canots, et certains n'étaient même pas remplis à pleine capacité. Personne ne savait comment réagir correctement dans une telle situation. L'exercice d'embarcation de sauvetage avait été prévu pour le matin précédant la collision du Titanic avec l'iceberg, mais pour une raison inconnue, il a été annulé. Un paquebot géant que tout le monde croit insubmersible traverse l'océan. En chemin, il heurte un iceberg et coule. On connaît tous l'histoire.
Mais ce qui est effrayant, c'est que c'est aussi l'intrigue de L'Épave du Titan, un roman publié en 1898, 14 ans avant que le Titanic ne coule ou même qu'il ne soit construit. Dans le roman, le Titan, dont le nom est d'une justesse effrayante, n'avait pas assez de gilets de sauvetage, de vestes et de canots pour tous les passagers à bord. C'était aussi le plus grand navire de l'époque, d'une taille presque identique à celle du Titanic. Le Titan et le Titanic ont tous deux coulé en avril. Dorothy Gibson était une actrice américaine de films muets et l'une des passagères du Titanic. Elle a survécu à la catastrophe. Dès son arrivée à New York, elle a commencé à tourner « Sauvée du Titanic ». Le film est sorti 1 mois seulement après le naufrage du navire. Dorothy portait même les mêmes chaussures et vêtements que ceux qu'elle avait portés lorsqu'elle était sur le bateau. Le film a eu du succès, mais la pellicule a été détruite dans un incendie et il n'existe plus que dans les mémoires, comme Jack Dawson. Le Titanic n'était pas seul à voguer dans l'océan froid près de l'iceberg qui l'a heurté. Le SS Californian était relativement proche. Mais sa radio était éteinte cette nuit-là. À un moment donné, les membres de l'équipage ont remarqué de mystérieuses lumières dans le ciel. Ils sont tout de suite allés réveiller leur capitaine pour le prévenir, mais celui-ci n'a donné aucun ordre. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un simple feu d'artifice. Ils n'ont pas réalisé qu'il s'agissait en fait d'un appel à l'aide. Les fusées éclairantes que les membres de l'équipage du Titanic avaient lancées dans le ciel, espérant que quelqu'un les remarquerait. Lorsque le SS Californian a reçu les messages SOS, il était déjà trop tard. Selon certains, la pleine lune serait à l'origine de la collision entre l'iceberg et le gigantesque navire. Elle a pu provoquer des marées anormalement fortes qui ont finalement envoyé plusieurs icebergs vers le sud, juste au moment où le Titanic traversait la zone. Oserais-tu goûter le fromage du Titanic ? L'épave est sous la surface de l'océan depuis plus de 100 ans et il a fallu plus de 70 ans pour la trouver. Entre-temps, la plupart des aliments qui avaient coulé avec le navire se sont bien sûr gâtés. Mais il est possible qu'il en reste encore. Certains aliments sont protégés contre la décomposition, comme par exemple le fromage. Les microbes qui transforment le lait en fromage créent des conditions spéciales pour protéger le produit de la dégradation. De même, plusieurs objets ont survécu au naufrage, comme par exemple cette lettre manuscrite écrite par une mère et sa fille à la grand-mère de cette dernière, dans laquelle elle raconte l'incroyable voyage qu'elles ont fait ensemble. La lettre a été conservée depuis plus de 100 ans et vendue aux enchères. Une paire de gants en coton blanc abîmés a été retrouvée dans l'épave. Les musiciens du Titanic ont joué jusqu'au dernier moment. Des partitions et un vieux violon ont été retrouvés dans l'épave. De même que la cloche que l'un des membres de l'équipage a fait sonner 3 fois pour avertir qu'un iceberg était très proche. Ou encore une montre à gousset qui s'est arrêtée à 1h45, heure à laquelle le navire a sombré dans l'eau. Une seule personne aurait peut-être pu changer le destin du Titanic. David Blair était un homme plutôt chanceux. Il était censé prendre la place du second officier du Titanic, mais il a été retiré de l'équipage au dernier moment, ce qui lui a sauvé la vie. C'était une grande chance pour lui, mais quelque chose est venu troubler sa joie. Et s'il était la seule personne qui aurait pu faire quelque chose pour sauver le navire et les passagers ? À l'époque, les navires ne disposaient pas d'une technologie aussi sophistiquée qu'aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas voir une menace à l'horizon. Les jumelles étaient très utiles, mais les membres de l'équipage du Titanic n'avaient pas accès à la pièce où elles étaient conservées. David Blair était le responsable des clés. Il a quitté le navire précipitamment et a oublié de rendre les clés qui se trouvaient dans sa poche. Peut-être que si les membres de l'équipage avaient eu accès aux jumelles, ils auraient vu l'iceberg à temps et auraient eu le temps de changer de cap. Il est possible que l'iceberg géant qui a envoyé le Titanic au fond de l'océan ait été constitué de neige tombée dans le sud-ouest du Groenland. Les scientifiques ont même utilisé un modèle informatique pour calculer les trajectoires de l'iceberg au cours d'une année donnée en tenant compte des courants océaniques et des relevés météorologiques de l'année en question. Il est possible que l'iceberg ait mesuré 520 mètres de long et pesé environ 75 tonnes. Lorsqu'il est entré en collision avec le Titanic, il ne pesait plus que 1,5 tonnes. Violette Constance Jessop a été surnommée Miss Insubmersible. Elle n'avait que 24 ans lorsqu'elle a rejoint l'équipage du Titanic en tant qu'hôtesse. Lors de la nuit tragique où le navire a heurté l'iceberg, elle était couchée dans son lit. Dès qu'elle a entendu que quelque chose se passait, elle s'est habillée et s'est rapidement rendue sur le pont.
Violette a aidé les passagers à monter dans les canots de sauvetage. 4 ans plus tard, elle était sur le Britannic, le navire jumeau du Titanic. Une fois de plus, le navire commence à couler. Non seulement la femme a survécu à un nouvel accident, mais elle a également aidé d'autres personnes à s'échapper du navire avant qu'il ne disparaisse sous la surface. Si tu as regardé le film, tu sais que le navire n'a pas coulé immédiatement après que la rencontre avec l'iceberg se soit produite. Tout le processus a duré 2h40. Mais la situation était délicate. Il y avait 2200 personnes à prendre en charge, y compris l'équipage et les passagers, et le chaos régnait à bord. L'ingénieur en chef Thomas Andrew a vite compris qu'il ne pourrait pas rester à flot. À minuit, tout l'équipage a commencé à préparer les canons de sauvetage pour la mise à flot. Il disposait de 20 canots avec de la place pour seulement 1178 personnes, ce qui représentait à peine plus de 50% des gens à bord. L'ordre était de mettre les femmes et les enfants en sécurité les premiers. Les membres d'équipage étaient là pour ramer et guider les canots. Au cours des 2 heures suivantes, les choses ont commencé à s'intensifier progressivement. Les membres d'équipage avaient pour mission de réveiller les passagers et de les avertir que quelque chose de grave était en train de se produire. Ils voulaient les placer dans une flotte de canots de sauvetage le plus vite possible. À minuit 15, des membres de l'équipage ont envoyé un signal de détresse. Un navire à vapeur appelé le Frankfurt s'est trouvé parmi les premiers à recevoir ce message et à y répondre, mais il se trouvait à environ 274 km. D'autres navires ont également reçu le message et proposé leur aide, mais malheureusement, ils étaient trop loin. À minuit 20, le paquebot Caparcia de la compagnie Cunard a reçu un signal de détresse du Titanic et a immédiatement changé de cap. Ils étaient alors à 58 miles nautiques de distance, soit 107 km. Et il leur faudrait plus de 3 heures pour arriver. 20 minutes plus tard, l'équipage descendait le premier canot de sauvetage. Il ne transportait que 27 passagers, alors qu'il y avait de la place pour 65. Beaucoup des canots de sauvetage qui ont été lancés les premiers étaient remplis bien en dessous de leur capacité. Les membres de l'équipage étaient inquiets que les grues ne puissent pas supporter le poids d'un canot de sauvetage entièrement chargé. Et puis, au début, de nombreux passagers avaient tout simplement trop peur de quitter le navire. Ils pensaient encore que le Titanic était insubmersible et ne pouvaient pas imaginer le scénario qui allait se produire 1 à 2 heures plus tard. L'équipage a tiré la première des 8 fusées de détresse, sans succès. Personne n'était assez proche pour les aider. À 1h20, ils avaient fait descendre 10 canots de sauvetage. Le 8e ne contenait que 28 personnes. L'un des passagers du 10e était la petite Milvina Dean. Âgée de 9 semaines, elle deviendrait plus tard la dernière des survivantes, ayant vécu jusqu'en 2009 et atteint l'âge canonique de 97 ans. 2 heures du matin déjà, 3 canots pliables étaient les dernières embarcations de sauvetage restantes. La proue du navire s'était enfoncée très bas et avait basculé loin sous la surface. Les gens qui ne se trouvaient pas loin pouvaient à présent clairement voir les hélices de la poupe au-dessus de l'eau. Les membres de l'équipage étaient en train de descendre le canot de sauvetage pliable D depuis les quartiers des officiers, avec plus de 20 passagers à l'intérieur. Alors que la proue du navire s'enfonçait, l'eau emportait le canot A loin du pont. Ces 20 personnes se débattaient car leur embarcation était partiellement remplie d'eau. Pendant que les membres de l'équipage essayaient de libérer le canot pliable B, celui-ci est tombé. Avant qu'il ne le redresse, l'eau l'a emporté loin du navire. 30 passagers ont tout de même réussi à se mettre en sécurité sur le canot de sauvetage renversé. À 2h17, le radiotélégraphiste du navire a décidé de transmettre un dernier appel de détresse. 1 minute plus tard, la lumière du navire s'est finalement éteinte. Le Titanic et tous ceux qui restaient à bord ont plongé dans l'obscurité. La proue continuait de s'enfoncer et la poupe s'élevait plus haut au-dessus de la surface, ce qui exerçait une grande pression sur la partie centrale du navire. Des sons horribles emplissaient la nuit. Le Titanic, cet énorme navire légendaire dans lequel tant de gens avaient placé leurs espoirs, s'est brisé en deux entre la 3e et la 4e cheminée. Selon les rapports, il a fallu environ 6 minutes à la section avant pour atteindre le fond de l'océan. La poupe est retombée sur l'eau avant de s'élever à nouveau en position verticale. Elle est restée dans cette position jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement dans l'océan.
À 2h20, la poupe avait apparemment conservé de l'air à l'intérieur et la pression de l'eau l'a écrasée pendant qu'elle descendait. La poupe a atterri à environ 600 mètres de la proue. Les gens considéraient le Titanic comme le paquebot le plus rapide du monde. Ils pensaient qu'il était insubmersible, car 4 de ses compartiments pouvaient être inondés et cela ne causerait toujours pas une perte critique de flottabilité. Mais sa vie aura été problématique dès le début. Alors que le navire quittait le port, il a frôlé de quelques encablures le paquebot New York. Il a réussi à passer sans encombre, ce qui a été un énorme soulagement pour tous les passagers inquiets massés sur les ponts du navire. Le Titanic a appareillé le 10 avril. Son premier voyage consistait à traverser la route très compétitive de l'Atlantique. Le jour du lancement, le Titanic est devenu le plus grand objet mobile de l'histoire de l'humanité. 269 mètres de long, 28 mètres de large. Pas si grand si tu le compares au navire d'aujourd'hui. Le plus grand bateau de croisière au monde actuellement est le Symphony of the Sea de la Royal Caribbean, qui fait à peu près 5 fois la taille du Titanic. Si tu mettais ce navire en position verticale, il serait presque aussi haut que l'Empire State Building, qui fait 380 mètres de haut sans antenne. Mais le Titanic était une énorme attraction à son époque. À un moment de leur voyage, il a fait escale en France, après quoi il a effectué un autre arrêt en Irlande. Une fois que les derniers passagers sont montés à bord, le gigantesque navire est parti à toute vitesse vers sa destination finale, New York. 4 jours après le début de son voyage, le Titanic n'a pas réussi à dévier sa trajectoire d'un énorme iceberg. L'histoire que nous connaissons tous. Seules 700 personnes ont survécu et la plupart d'entre elles étaient des femmes et des enfants. La nuit était extrêmement froide. 1h20 après que le Titanic fut descendu au fond de l'océan, les survivants n'étaient même pas sûrs que quelqu'un vienne les sauver. Finalement, ils ont aperçu de la lumière. C'était le Carpathia qui venait vers eux. Ils sont venus chercher les personnes dans les canots de sauvetage. L'équipage les a fait monter à bord et a sorti une poignée d'autres passagers de l'eau. De nombreux navires ont essayé de contacter le Titanic quelques heures après son naufrage. Leurs messages n'ont jamais reçu de réponse. Plus tard, lorsqu'une enquête a été menée sur ce qu'il s'était réellement passé, ils ont découvert que le paquebot Californian de la compagnie Leyland se trouvait à moins de 30 km lorsque le Titanic coulait. Mais l'équipage n'a pas entendu les signaux de détresse venant du Titanic car leur opérateur radio n'était pas en service. Les pays des deux côtés de l'Atlantique ont été choqués et horrifiés lorsqu'ils ont entendu les détails de ce qui était arrivé au Titanic. Ils ont décidé d'apporter des changements aux opérations des navires, des règles qui aideraient à éviter de tels événements à l'avenir. Ils ont organisé la première convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, où ils ont adopté des règles pour que chaque navire ait suffisamment de canots de sauvetage pour tous les passagers à bord. De plus, les exercices d'embarcation de sauvetage sont devenus obligatoires. Ils ont également décidé de créer une patrouille internationale des glaces. Son rôle principal était de surveiller les icebergs dans les voies de navigation de l'Atlantique Nord. Les navires devraient également assurer une veille radio 24 heures sur 24. Le Titanic n'a pas été construit seul. En raison de la taille de ce magnifique vaisseau et de tous les nouveaux équipements qu'il nécessitait, il aurait été trop coûteux de le construire en un seul exemplaire. Alors l'entreprise a construit le Titanic en même temps que 2 navires jumeaux et tous deux ont eu des vies mouvementées. Le RMS Olympique a été prêt en premier. Il a été lancé en 1910 et pendant une année entière, il a été le plus grand paquebot du monde. Le Britannique était un autre navire jumeau qui a navigué pendant un certain temps avant de finir lui aussi au fond de l'océan. Mais seul le Titanic est devenu une légende et l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire moderne. Il était 11h39 lorsque la vigie du Titanic a crié « Iceberg » droit devant. Les mesures prises rapidement sur la passerelle pour réduire la vitesse et modifier le cap du navire furent inutiles. Et tu connais déjà la fin de l'histoire. Depuis lors, nous considérons ce qui est arrivé au Titanic comme un événement unique. Mais est-ce bien le cas ? Le Titanic a coulé en 1912. Le GPS et les satellites météorologiques n'existaient pas à l'époque. Les navires devaient soit s'avertir les uns les autres de l'emplacement des icebergs. Quelle confiance il fallait avoir ! C'est alors qu'est survenue la catastrophe du Titanic.
Un véritable désastre qui encouragea les spécialistes à créer une organisation qui permettrait d'éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. Un an plus tard, ils créèrent la Patrouille internationale des glaces, ou IAP en abrégé. Encore aujourd'hui, ce groupe est chargé d'avertir les navires de la présence dangereuse de glace sur leur chemin. Le BP a amélioré ses méthodes au fil des ans, utilisant aussi bien les navires que les patrouilles d'avions et l'imagerie satellite. Depuis peu, ils utilisent également des bouées océanographiques, un dispositif flottant qui fournit des informations en temps réel sur les conditions océaniques jusqu'à 50 mètres de profondeur, afin de prédire la dérive potentielle des icebergs. Et l'UIP fait un excellent travail pour réduire les collisions entre navires et icebergs. Mais il faut toujours se tenir sur ses gardes, car les équipements de détection les plus avancés ne peuvent pas empêcher toutes les situations malheureuses. Entre 1980 et 2005, il y a eu 57 incidents impliquant des navires et des icebergs. Et la vérité qui fait froid dans le dos, c'est que les bateaux d'aujourd'hui ont plus de risques de heurter un iceberg que le Titanic. Selon les recherches, 1038 icebergs ont traversé la zone où le Titanic a sombré en 1912. Tu te diras peut-être que c'est beaucoup, mais les scientifiques n'en font pas une grosse affaire. C'est vrai, c'est un peu élevé, mais les 14 dernières années ont été marquées par une circulation d'icebergs encore plus intense. Aujourd'hui, le nombre de ces gros glaçons augmente en raison de la fonte accélérée des glaciers du Groenland. Et comme de plus en plus de navires voguent vers les eaux polaires, les risques de collision sont de plus en plus élevés. Mais le vrai danger, ce sont les ennemis invisibles, les fragments de glaciers. Les morceaux de glacier sont de petits icebergs faisant à peu près la taille d'un porte de maison. Les petits icebergs, quant à eux, sont comparables en taille à un autobus. Ces icebergs semblent inoffensifs, mais ils peuvent poser des problèmes car ils sont en général totalement invisibles pour les radars et les satellites. Que se passe-t-il lorsqu'un grand navire de croisière moderne heurte l'un de ces petits icebergs? Voici le Norwegian Sun, un luxueux bateau de croisière similaire au Titanic, avec une capacité de 2400 passagers et plus de 900 membres d'équipage. En juin 2022, ce navire de croisière naviguait vers le glacier Hubbard en Alaska lorsqu'il s'est retrouvé au milieu d'un brouillard épais. Soudain, ses passagers ont ressenti un grand choc et la terreur les a envahis, tandis que de violentes secousses ébranlaient le navire. Une fois le brouillard dissipé, ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé. Le Norwegian Sun était entré en collision avec un petit iceberg, mais il ne connut pas l'issue tragique de son célèbre ancêtre. Heureusement, personne n'a été blessé et les passagers ainsi que le personnel ont pu débarquer en Alaska sans ennui. Des plongeurs ont vérifié l'état du bateau et ont découvert qu'il avait subi quelques dommages après la collision. Le reste du voyage a donc été annulé. Mais ne te fais pas de soucis au sujet de ton prochain voyage dans l'Atlantique, car les accidents comme celui du Norwegian Sun sont vraiment rares. Il est courant que des navires entrent en contact avec de la glace. Ceux qui l'aiment moins, c'est que ce soit un problème. La plupart des navires de croisière modernes ne subissent aucun dommage lors de ces rencontres imprévues, et il y a une raison à cela. L'acier utilisé dans la construction du Titanic a joué un rôle important dans la catastrophe. Le navire insubmersible, après tout, n'était pas si résistant que cela. La coque du Titanic fut construite à l'aide d'environ 2000 plaques d'acier, dont on dit qu'elles furent produites dans un four à ciel ouvert. En conséquence, l'acier contenait une forte concentration de phosphore, d'oxygène et de soufre. Ces éléments rendent l'acier cassant à basse température, ce qui le rend fragile en cas d'impact. Bien que l'acier utilisé sur le Titanic ait été de la meilleure qualité disponible à l'époque, il ne répondrait pas aux normes de sécurité des navires modernes. Et il était environ 10 fois moins solide que celui utilisé par les navires d'aujourd'hui. Mais la différence la plus importante entre le Titanic et les navires modernes réside dans l'assemblage de la coque. En effet, on utilisa pour assembler la coque et la structure du pont supérieur du Titanic plus de 3 millions de rivets. Ainsi, lorsqu'il a heurté l'iceberg, les rivets ont déclenché une réaction en chaîne, provoquant l'effondrement simultané de toute une section de la coque, ce qui a entraîné un déluge d'eau incontrôlable. En revanche, les navires modernes utilisent une méthode appelée soudage à l'arc submergé qui fusionne les bords des pièces métalliques et permettent ainsi d'obtenir une surface continue et solide. Cette méthode est plus sûre,
car si une partie du navire est endommagée, la déchirure ne s'étendra pas, ce qui aggraverait la situation. Les dommages restent circonscrits à la zone d'impact. Les petits icebergs sont donc de plus en plus fréquents et les navires ont été adaptés pour y faire face. Mais il reste encore un scénario à envisager. Que se passerait-il si un énorme bateau de croisière heurtait un iceberg de la taille d'un immeuble de 5 étages? Imagine que nous venions de créer le plus grand bateau de croisière au monde. Appelons-le le Sympatlantique. Notre station flottante est immense, 4 fois plus grand que la Statue de la Liberté. Elle dépasse le Titanic de 97 mètres et transporte 3 fois plus de passagers et de membres d'équipage. Et, tout comme le Titanic, notre navire fictif peut naviguer à une vitesse maximale d'environ 23 nœuds. Maintenant, imagine le scénario suivant. Le Sympatlantique navigue à pleine vitesse dans des eaux glaciales. C'est le milieu de la nuit, et le capitaine ne se rend pas compte que l'équipement de détection des icebergs ne fonctionne pas. Il ne marche plus depuis 3 jours. Il y a beaucoup de brouillard, et la vigie ne remarque pas l'iceberg de 7 mètres qui se dresse devant eux. Si cette situation se produisait et que le navire heurtait l'iceberg de plein fouet, cela pourrait conduire à un naufrage. Mais tu vois bien que c'est très peu probable, n'est-ce pas? C'est pourquoi les experts sont tout à fait convaincus que la glace ne risque pas de faire couler les navires de croisière modernes. Il convient également de mentionner que les mesures de sécurité se sont améliorées depuis le Titanic. Un navire moderne mettra des jours à couler, ce qui laisse suffisamment de temps pour évacuer tout le monde. Les équipages sont mieux préparés à gérer les procédures d'urgence, et les passagers devraient également suivre une formation avant le départ. Je sais, tout. Ce que nous désirons, c'est nous reposer au bord de la piscine avec une limonade. Mais, comme tu le sais, ce sont toutes ces mesures qui ont évité aux passagers du MS Explorer de subir le même sort que ceux du Titanic. En 2007, les 154 personnes à bord de ce bateau de croisière ont réussi à monter dans des canaux de sauvetage après que le navire ait heurté un iceberg dans l'Antarctique. Imagine leur panique. Ils durent attendre les secours pendant 4 longues heures. L'équipage a fait un excellent travail pour assurer la sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais un rapport publié 2 ans plus tard indique que l'accident du MS Explorer fut causé par l'inexpérience du capitaine, qui aurait poussé le navire à grande vitesse contre un véritable mur de glace. 4 personnes à bord de ce bateau de croisière en 2007, les 154 personnes à bord de ce bateau de croisière ont réussi à monter dans des canaux de sauvetage après que le navire ait heurté un iceberg dans l'Antarctique. Imagine leur panique. Ils durent attendre les secours pendant 4 longues heures. L'équipage a fait un excellent travail pour assurer la sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais un rapport publié 2 ans plus tard indique que l'accident du MS Explorer fut causé par l'inexpérience du capitaine, qui aurait poussé le navire à grande vitesse contre un véritable mur de glace. Tu te souviens des scènes déchirantes du Titanic tirées des livres ou des films, n'est-ce pas? Tu sais, celles par exemple où le bateau est en train de couler sans que personne ne soit capable de rien? Eh bien, il s'avère que cette histoire n'est pas tout à fait vraie. Du moins si l'on en croit un historien, auteur d'un livre relatant les événements qui se sont déroulés sur le malheureux paquebot. Si ce qu'il affirme est vrai, chaque âme à bord du Titanic aurait pu être sauvée. Il écrit que le SS Californian et le SS Mount Temple étaient suffisamment proches pour voir techniquement le Titanic sombrer dans l'océan, mais qu'ils n'ont pas agi parce qu'ils avaient peur, ou parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. À l'époque, personne ne pensait que le Titanic était susceptible de couler, et il possédait tout ce que l'on pouvait imaginer, des salons de luxe aux bains turcs, en passant par un cours de squash. Mais alors qu'il fonçait à travers l'océan, prêt à battre le record de la traversée de l'Atlantique, il a heurté un iceberg et tout a basculé à partir de là. De nombreux navires ont voulu aider le paquebot en perdition et se sont dirigés vers le Titanic après avoir entendu les appels de détresse, mais les 2 navires les plus proches se sont abstenus. Le SS Mount Temple, tout d'abord, était très proche. Il n'était qu'à près de 80 km et aurait pu atteindre le Titanic en quelques heures seulement, sauvant ainsi tous les passagers. Cependant, son capitaine a estimé qu'un tel voyage était trop risqué. Il y avait des icebergs, n'est-ce pas? Il n'y a rien que nous puissions faire aujourd'hui, mais nous pouvons faire preuve d'imagination et sauver la situation théoriquement.
Le citoyen lambda a peut-être eu du mal à aider les gens sur le Titanic. Mais si nous pouvions demander l'aide des super-héros? Pour commencer, il serait utile d'avoir une personne capable de voyager dans le temps, n'est-ce pas? Elle pourrait remonter le temps et avertir l'équipage qu'un iceberg est tout proche et qu'il faut éloigner le navire de sa trajectoire le plus rapidement possible. Ou, mieux encore, remonter encore plus loin dans le temps et avertir le capitaine du navire de ne pas entreprendre le voyage. Je peux affirmer qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être mieux faites dans le cas du Titanic. Tout d'abord, l'équipage n'avait pas accès à des jumelles. S'il avait pu disposer de cet équipement crucial, il aurait peut-être repéré l'iceberg en temps voulu, ce qui aurait au moins permis de limiter les dégâts ou d'éviter la collision. Et ne me parlez pas des canaux de sauvetage. Parce qu'il voulait que le navire soit le plus luxueux possible, il ne restait que peu de place pour les indispensables canaux de sauvetage qui auraient pu sauver tant de vies. Bien qu'il y ait eu 2200 personnes à bord, les canaux de sauvetage n'ont pu en sauver que 1200. Qu'en est-il du volume? Un super-héros volant aurait-il pu aider à éviter cette tragédie? Je parie que oui. Ce super-héros aurait pu surveiller la zone, en particulier la nuit, lorsque la visibilité est faible. De plus, le héros aurait pu aider à alerter plus rapidement les navires voisins que quelque chose n'allait pas avec le Titanic, et que de l'aide était nécessaire pour s'assurer que personne ne soit blessé. Si quelqu'un à bord avait été capable de voler, il aurait peut-être pu transporter un certain nombre de passagers en lieu sûr. Vision laser? Ça aurait été cool. Une personne dotée d'une vision laser aurait pulvérisé cet iceberg en un rien de temps. Au lieu de frissonner dans l'obscurité en cette nuit fatidique d'avril 1912, les gens auraient pu savourer une bonne boisson fraîche sur le pont le lendemain matin, grâce à un reste de glace inoffensif qui traînait encore sur le navire. Bon, d'accord, cette personne dotée d'une vision laser n'aurait peut-être pas été assez puissante pour fendre l'iceberg en deux afin que le Titanic puisse passer en toute sécurité. Mais elle aurait au moins pu aider à ouvrir la pièce verrouillée où se trouvèrent les jumelles, c'est certain. Une personne dotée d'une force surhumaine? Oui, cela aurait pu être utile. Elle aurait pu se placer entre le navire et l'iceberg, empêchant ainsi la collision. Si, par exemple, cette personne dormait lorsque le Titanic a heurté l'énorme bloc de glace, ce n'est pas grave. Elle aurait simplement maintenu le Titanic à flot jusqu'à ce que des navires proches viennent secourir toutes les personnes à bord. Si tu avais eu la capacité de respirer sous l'eau, tu aurais au moins réussi à survivre sur le Titanic. Techniquement, il n'y a pas grand-chose que tu aurais pu faire différemment sur le bateau. Tu aurais peut-être pu sauver d'autres passagers, mais seulement si tu étais assez fort pour les maintenir à flot, alors que tu nageais confortablement sous l'eau. Si une personne à bord avait pu contrôler les éléments, cela aurait été extraordinaire. Non seulement cela aurait permis de sauver un grand nombre de passagers, si ce n'est tous, mais cela aurait été fascinant à regarder. Un tel super-héros aurait été capable d'éloigner l'eau des lésions du Titanic après que celui-ci ait heurté l'iceberg. S'il avait été assez agile et avait vu l'iceberg avant qu'il ne heurte le navire, il aurait pu transformer le gros bloc de glace en eau d'un simple claquement de doigts. Si l'on regarde les archives de cette nuit-là, tout s'est passé très vite sur le Titanic. N'aurait-il pas été agréable d'avoir à bord une personne capable de ralentir le temps? Pour les besoins de l'histoire, imaginons également que cette personne ait une intuition très développée. Elle aurait pu sentir que quelque chose n'allait pas à l'odeur de l'air ou à la réaction de l'équipage lorsque l'iceberg a été repéré pour la première fois. D'un simple geste de la main, elle aurait ralenti le temps, presque jusqu'à le figer. Ils auraient pu vérifier les enregistrements du navire, sa vitesse anormalement rapide, et alerter le capitaine pour qu'il prenne une décision à temps. Le Titanic aurait pu être arrêté, ou détourné de l'iceberg. Un super-héros doté d'une vision nocturne aurait également été utile. Au moins, le super-héros aurait repéré l'iceberg plutôt que les autres. Étant donné qu'il aurait pu voir beaucoup mieux dans des conditions de faible luminosité, ce héros aurait probablement mieux géré les efforts de sauvetage au cours de cette nuit désastreuse. L'invisibilité? Ce super pouvoir aurait-il empêché le Titanic de couler au fond de l'Atlantique? Je pourrais imaginer un ou deux scénarios possibles. Toute personne ayant le pouvoir de devenir invisible quand elle le souhaite
seraient probablement allés fouiner sur le navire. Il ne faut pas oublier que le Titanic avait à son bord certains des membres les plus importants de la société. Ce n'était pas un bateau comme les autres. Les derniers potins y circulaient, sans doute. Entre toutes ces informations banales, ce super-héros aurait pu entendre le capitaine dire qu'ils allaient plus vite qu'ils n'auraient dû, ou qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage pour sauver tout le monde en cas de problème majeur. Qui sait ce que ce super-héros curieux aurait pu faire avec toutes ces informations? Un sorcier quelconque aurait pu sauver le Titanic s'il avait été à bord, j'en suis sûr. Il doit bien y avoir dans un livre une formule magique utile pour les navires qui coulent, n'est-ce pas? Peut-être une formule qui aurait pu aider à souder le métal après qu'il a été heurté par l'iceberg. Ou peut-être une formule qui aurait permis de transporter le navire entier par avion en lieu sûr une fois qu'il a été percuté. Et pourquoi pas un sort qui aurait transformé le Titanic en sous-marin, créant une couche protectrice autour de lui afin qu'il puisse se déplacer confortablement sous la mer. Cela aurait certainement été cool et aurait offert aux passagers une expérience vraiment unique. La capacité de communiquer avec les animaux ou les poissons aurait certainement été utile aussi. Même si tout avait échoué et que le Titanic avait heurté l'iceberg, qu'il avait été rempli d'eau et qu'il s'était retrouvé près du fond de la mer, des gens auraient quand même pu être sauvés. En effet, il y aurait eu quelqu'un à bord qui aurait pu ordonner aux dauphins de transporter les gens en lieu sûr. Je suis persuadé que ces créatures intelligentes auraient été ravies d'apporter leur aide. Le Titanic a coulé le 14 avril 1912, emportant avec lui tous les biens des passagers ainsi que les équipements du navire dans les profondeurs sombres des océans. Ces objets ont patiemment attendu d'être retrouvés jusqu'en 1985. Malgré la rapide disparition du navire, des plongeurs dans de petits sous-marins ont réussi à récupérer de nombreux artefacts de l'épave. Si tu te demandes à quoi ressemblent ces objets surprenants, alors suis-moi. Un certain nombre de musées possèdent des collections d'objets du Titanic ayant été récupérés par des plongeurs ou donnés par des survivants et leurs proches. Certains de ces objets sont même vendus aux enchères. Alors si tu es prêt à dépenser une jolie somme pour un artefact unique, pourquoi pas? Le premier artefact sur ma liste est la montre de poche de John Chapman, passager du Titanic en lune de miel avec sa femme Elizabeth. Quand le paquebot a heurté l'iceberg, Elizabeth a eu une place dans un canot de sauvetage à côté de son ami, Emily Richard. Mais M. Chapman ne pouvait monter. Fidèle à son amour, Elizabeth s'est détournée de l'embarcation en disant « Adieu. Si John ne peut pas monter, alors moi non plus. » C'est là une démonstration poignante de l'amour véritable. Peu après, le navire a sombré. La montre de poche de Chapman, soigneusement examinée par les experts, révèle un détail déchirant. Elle s'est arrêtée vers l'heure du naufrage. Te souviens-tu de la scène emblématique du film Titanic où l'orchestre du navire continuait à jouer alors que celui-ci sombrait? Le violon, joué par le vrai musicien, a été vendu aux enchères pour 1,7 million de dollars en 2013. On dit que l'orchestre a joué « Nearer, my God, to thee » alors que le paquebot sombrait. Puisque nous avons évoqué le groupe, nous pourrions également faire la lumière sur un morceau de musique trouvé sur le navire. C'était la chanson « Put your arms around me, honey ». Étant donné que le papier se détériore presque instantanément au contact de l'eau, c'est un miracle de voir ces documents. Le menu du déjeuner fait aussi partie des documents papier préservés. Vêtus de leur belle tenue, les passagers en première classe savouraient à leur déjeuner sans savoir que c'était le dernier. Cet objet unique a été vendu aux enchères pour 122 000 dollars. Les repas étaient adaptés à la classe, par exemple. On dégustait de la dinde rôtie, de l'agneau de printemps ou du haddock au four en première classe. En comparaison, un déjeuner en troisième classe était composé de soupe de riz, de pain frais, de rôti de bœuf et de sauce brune. Il y avait aussi des biscuits de cabine que les passagers mangeaient pour atténuer le mal de mer. En plus du menu, un billet VIP a également été récupéré. Le numéro du billet reste lisible. 342. À la 5e place, on a des échantillons de parfums édouardiens. Un chimiste du nom d'Adolphe Saalfeld a embarqué sur le Titanic avec divers échantillons de bouteilles de parfum. Pourquoi les avait-il avec lui? Eh bien, Saalfeld prévoyait d'ouvrir une parfumerie en Amérique. 61 flacons de parfum ont coulé avec le navire. Heureusement, leur propriétaire a survécu. Mais ces échantillons ont coulé et n'ont été redécouverts que récemment par les plongeurs.
Lorsqu'on fait tomber une assiette par accident, elle se brise généralement en morceaux. Mais as-tu déjà imaginé récupérer une assiette intacte du Titanic? Eh bien, c'est possible. Les vaisselles originales de la White Star en sont la preuve. Apparemment, chaque classe de passagers avait non seulement des repas différents, mais aussi des assiettes différentes. Les assiettes retrouvées ont un motif floral vert et marron, une bordure dorée et un logo au centre. Au fait, elles sont vendues aux enchères et sont disponibles en ligne. Poursuivons avec des histoires personnelles émouvantes. La romance de Rose et Jack dans le film est fictive, mais le navire a certainement été le témoin de nombreux récits romantiques. Voici une lettre d'amour pour le prouver. Les messages nous racontent la vie à bord pendant les derniers jours. Cette lettre, datée du 10 avril, a été écrite par Kate Buss. Elle mentionne entre autres qu'elle avait le mal de mer ou encore qu'elle devait dîner dans une demi-heure. Cette lettre n'était pas la seule que les plongeurs ont remontée à la surface. Par exemple, il y a la lettre qu'Esther Hart a écrite à sa petite fille Eva. La lettre a été vendue aux enchères pour 119 000 €. Il s'agit probablement de la dernière lettre ayant été écrite à bord, puisqu'elle a été écrite seulement 8 heures avant la tragédie. Elle n'est pas trop endommagée car elle était dans la poche du manteau du mari d'Esther. Une autre lettre qu'on peut mentionner est celle du docteur John Simpson. C'est un de ses derniers mots à sa mère. Laisse-moi te présenter Edith Rosenbaum. Elle était à bord avec son cochon porte-bonheur. Edith avait été gravement blessée dans un accident avant de prendre le paquebot. Sa mère lui avait donné ce jouet pour la soutenir pendant sa convalescence. En réalité, c'était une boîte à musique en forme de cochon. Edith s'en est servie pour apaiser les jeunes effrayés dans son canot de sauvetage. L'objet suivant est le sifflet de Lillian Winifred Bentham, une passagère en 2e classe. Au cours de cette terrible nuit, Lillian était dans sa cabine. Elle ne croyait pas au naufrage du Titanic. Après tout, c'était le navire insubmersible. Son ami l'a finalement persuadée de monter dans un canot de sauvetage. C'est à ce moment-là qu'elle a compris la gravité de la situation. Peu de temps après, elle a vu le navire se briser en deux. Alors que le canot de sauvetage dérivait dans la nuit, Lillian a aperçu un membre d'équipage qui avait également été secouru. Sans hésiter, elle l'a enveloppé avec son manteau de fourrure. Il faisait un froid glacial. Elle a donc probablement sauvé la vie de cet homme avec son geste. En signe de gratitude, l'homme lui offre son sifflet, qu'il avait utilisé toute la nuit pour appeler à l'aide. Cette paire de gants blancs en coton est l'un des artefacts les plus rares ayant été récupérés du Titanic. Ils appartenaient à un gentleman, dont l'identité reste inconnue. Généralement, un tissu ne résiste pas à une immersion sous l'eau pendant des décennies. Mais ces gants ont l'air bien conservés, avec des détails fins et une élégance toujours visible. On a également retrouvé une cloche d'alarme. Oui, c'est la fameuse cloche, celle qu'on a sonnée pour avertir les gens de l'iceberg. Frederick Fleet et Reginald Lee étaient Haig et honnêtes de garde cette nuit-là. Tous deux ont survécu. C'est Fleet qui a aperçu l'iceberg avant que le navire ne le percute. Ce qui est ironique, c'est que Fleet et Lee n'avaient pas accès aux jumelles. Elles étaient rangées tête dans une armoire dans le nid de pie. Cependant, la clé de cette armoire se trouvait dans la poche d'un membre d'équipage qui avait été réaffecté à la dernière minute sur un autre navire. S'ils avaient des jumelles, ils auraient repéré l'iceberg plus tôt et le Titanic aurait sûrement pu éviter la collision. Les plongeurs retrouvent non seulement les effets personnels des passagers ou de l'équipage, mais aussi des éléments appartenant au navire lui-même. Le prochain artefact est le grand escalier, dont certaines parties sont récupérées de l'épave. Il est devenu un lieu de rencontre pour les passagers en 1re classe. S'ils voulaient visiter les bains turcs pour une journée spa ou dîner, ils se retrouvaient à l'escalier et y allaient ensemble. Celui-ci témoigne du luxe à bord du Titanic. Un autre objet miraculeusement préservé du Titanic est son plan. Un des artefacts les plus chers vendus aux enchères, et qui fait environ 10 mètres de large. Quoi d'autre? On a également retrouvé le logomètre, un appareil utilisé pour vérifier la vitesse de navigation du navire et la distance parcourue. Les experts disent qu'à partir du départ à midi, le 14 avril, l'appareil a enregistré 268 miles marins. Et ce n'est pas tout. On a également retrouvé un énorme morceau de coque, connu sous le nom de Big Piece, et qui pèse 15 tonnes.
Les plus grands hublots étaient pour les cabines et les plus petits pour les toilettes. Cette pièce a été trouvée en 1994, mais c'est en 1998 qu'on a réussi à la remonter. Après toutes ces années passées sous l'eau, elle était infestée de vie marine, mais étonnamment, les hublots avaient toujours du verre. Imaginons que tu sois plongeur et que tu ne puisses récupérer qu'un seul de ces objets. Lequel choisirais-tu ?